Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mystère et Boule de Gomme. Avant de commencer, je voulais vous dire un merci de vous être abonnés et c'est encore un rendez-vous super passionnant pour une autre vidéo intéressante. Dans cette vidéo-ci, je vous parle de la Maison Blanche. La Maison Blanche a été construite en 1792. Et même si vous la connaissez sûrement tous, je vais quand même vous donner son pedigree. Elle se situe au 1600 Pennsylvania Avenue, nord-ouest, à Washington, aux États-Unis. À propos de son nom, la première apparition du terme Maison Blanche apparaît en 1811. Avant ça, on l'appelait le palais présidentiel, le manoir présidentiel ou le château du président. Évidemment, vous vous doutez que la Maison Blanche possède des employés. Il y a environ 1800 personnes réparties en 16 services qui travaillent à la Maison Blanche. Oui, mais la Maison Blanche, c'est quoi? Vraiment? C'est le lieu de résidence, de travail et de réception de tous les présidents américains depuis John Adams, le deuxième président des États-Unis, qui lui y entre en 1800. Son actuel président est M. Donald Trump, le 45e président des États-Unis. Avant de poursuivre dans la vidéo et entrer vraiment dans le vif du sujet, voyons ensemble quelques faits divers. Il y a un code que les agents utilisent entre eux pour parler des moments intimes présidentiels. Discuter des problèmes bosniaques. Fait que si vous entendez des problèmes au niveau de la Bosnie, vous l'aurez appris ici. My ding ding dong. Un autre fait divers, c'est que la cave à vin, elle est petite. On pourrait s'attendre à quelque chose de gigantesque, mais non. Dernier fait que j'ai trouvé intéressant à vous mentionner, c'est que la Maison Blanche aux États-Unis, ce n'est pas la seule Maison Blanche au monde. Il existe en Irlande, par exemple, une Maison Blanche jumelle conçue par l'architecte irlandais James Hoban. À présent, on va parler de sa reconstruction. Depuis l'inauguration de 1800, la Maison Blanche fut plusieurs fois l'objet de reconstruction. Voici les cas majeurs. Il y a eu des incendies en 1814 et en 1929. Il y a aussi eu des réaménagements, on va dire fonctionnels, par les présidents successifs, où il y a eu des extensions avec notamment la construction de l'aile ouest en 1901 et l'aile est en 1942. Après 1942, la Maison Blanche n'évolua plus, sauf pour ce qui est d'aspects de sécurité ou de loisirs tels que la piscine, le terrain de golf et les jardins. Alors donc, venons-en justement à la sécurité de la Maison Blanche. La sécurité est gardée secrète en partie, bien évidemment pour des raisons de sécurité. Mais leur budget de défense est de plus de 600 milliards, soit un montant qui amoindrit tous les autres pays du monde. Et Trump aurait battu le record du budget avec plus de 700 milliards. Aussi, la Maison-Blanche possède une zone aérienne protégée à Washington, dont au-dessus de la Maison-Blanche et de d'autres bâtiments fédéraux. Il y a des missiles anti-aériens sur le toit. Il est impossible de voler au-dessus de la Maison-Blanche, au-dessus en fait de cette zone, sauf sous permission spéciale. This visual warning system shines red and green alternating lights that provide a crystal clear warning to the pilot. Nous éprouvons des difficultés techniques reliées à cette séquence vidéo. Merci de votre compréhension. Ce n'est toutefois pas fait pour aveugler ou blesser le pilote, c'est simplement utilisé pour dire à l'avion qu'ils ont fait une grosse erreur et de faire demi-tour immédiatement. Également, il y a des antennes étranges sur le toit et il est faux de croire qu'elles sont pour la télévision du président. Beaucoup de gens disent que c'est un système de radar aérien. Chose sûre, c'est pas pour la télé. Avec le nombre d'agents et d'employés qui y ont travaillé, plusieurs ont témoigné en ce sens lors d'entrevues. Mais évidemment, ils n'ont pas vraiment le droit de parler. Bien que ce ne fut pas toujours le cas, certaines rues autour ont été complètement fermées au public, aux piétons, ainsi qu'aux automobilistes. Toujours au niveau de la sécurité, ils ont des goutteurs pour la nourriture qui entre pour s'assurer qu'elle ne soit pas dangereuse. Évidemment, il y a des détecteurs de métal à passer afin de pénétrer dans cette zone. Si, admettons, ils vous invitent à souper. Sachez qu'il y a les services secrets ainsi que la police du parc des États-Unis qui assurent la sécurité. C'est pas juste des petits gardiens de centre d'achat, là. Il y a des agents sur les toits des bâtiments qui surveillent les ombres, entre autres, ainsi que des tireurs d'élite. Il y a un
système d'alarme sur tout le terrain avec des radars visibles et invisibles et qui déclenche des alarmes dans absolument tout le territoire présidentiel. La Maison-Blanche possède également un système de rayons infrarouges et depuis 2015, les services secrets sont munis de drones pour combattre les drones. Ben oui, il faut suivre l'ère de la technologie, mesdames, messieurs, parce que sinon ils étaient bien protégés pour ce qui était au sol ou dans les airs, mais ce qui était entre les deux, non. Alors, depuis 2015, ils ont des fameux drones. Et ce sont des machines de guerre. Leur drone va détruire et désactiver tous les autres drones. Il y a même des alarmes de pression qu'on appelle qui sont placées sous la terre pour savoir s'il y a quelque chose qui bouge sur le sol. Hein? Sachez que les gardiens ne restent que très rarement dans la salle ovale, c'est-à-dire le bureau du président. Normalement, ils vont être en dehors de la salle. Par sécurité, cependant, il existe plusieurs objets dans la salle, à la portée du président, que s'ils sont déplacés, que les agents rappliquent illico dans la pièce parce que ça déclenche une alarme. Ces objets déplaçables sont supposément munis d'un sceau présidentiel. Bien évidemment, il y a des fenêtres par balle et tout le terrain est clôturé. Sur le terrain, il y a des chiens, il y a des capteurs, il y a d'autres agents, etc. Je vais finir ici avec la sécurité avec un dernier point très important. La sécurité possède des avions F-16 toujours prêts à décoller. Ça, ce sont des avions, mes amis. Mais malgré tout ça, on peut toutefois visiter la Maison-Blanche en groupe et sous certaines conditions. Beaucoup de conditions. Après avoir fait appel à son représentant au Congrès et après avoir fait faire une enquête sur son passé. Alors pourquoi je voulais vous parler de la Maison-Blanche, les amis? C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses mystérieuses qui s'y passent. Et oui, sinon j'en parlerais pas sur ma chaîne. Mais pour vous les partager, il faut vraiment que je vous décrive la Maison-Blanche, comment c'est fait. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, c'est plus ou moins passionnant. Mais là, ça va devenir de plus en plus passionnant. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On entre maintenant dans les souterrains. Il y a 2 niveaux de sous-sol de la Maison-Blanche. C'est donc autant profond sous terre qu'à la surface sur terre. Je vais vous dire ce qu'on sait et non pas ce qu'on n'est pas sûr de savoir ou ce qui diffère d'une source à l'autre. On sait qu'on y trouve comme un centre commercial présidentiel, c'est-à-dire qu'il y a donc une salle de quilles, de bowling, je sais pas comment vous appelez ça là, également un cabinet de dentiste, un fleuriste, une blanchisserie, un magasin de menuiserie et un magasin de chocolat. Bon, ça c'est ce qu'on sait. Et quand vous y réfléchissez, ça fait du sens. Ils ont souvent besoin de fleurs, de chocolat, tout ça, c'est sûr. Et un dentiste, évidemment, pour les employés qui y travaillent là et pour le président, j'imagine que son propre dentiste. Et la menuiserie, c'est pour justement faire des petites réparations dans la Maison-Blanche. Donc, je crois que c'est logique qu'il y ait tout ça sur place. Même chose pour la blanchisserie, pour ceux qui font le lavage. Puis une petite salle de quai, pourquoi pas, hein? Ça, c'est ce qu'on sait. Mais comme je vous ai dit, ce qu'on sait aussi, c'est que ça a 2 étages de profondeur sous le sol. Donc, il n'y a vraiment pas juste ça qui s'y passe. Donc, pour le reste de ce qu'occupe l'espace souterrain et où mènent les tunnels, je vais vous en parler des tunnels. Ça, par contre, on n'en sait vraiment trop rien. Il y a toutefois plusieurs hypothèses. On sait qu'il existe plusieurs tunnels qui se rendent dans les autres bâtiments près de la Maison-Blanche. Il y a entre autres eu la construction d'un passage souterrain vers le bâtiment du Trésor. Un tunnel de 232 mètres construit en 1941 pour permettre l'évacuation du président de la Maison-Blanche vers des caves souterraines du Trésor en cas d'urgence. Également, en même temps, il y a eu la construction d'une pièce anti-bombe. Revenons au tunnel. Il passe sous la rue et il a une hauteur de 2,1 mètres, c'est-à-dire 7 pieds, et une largeur de 3 mètres, c'est-à-dire 10 pieds. Il n'est pas construit en ligne droite, mais plutôt en zigzag, de manière à atténuer la commotion provoquée par un coup direct à la bombe. À divers endroits du tunnel, il y a une petite pièce qui, à une époque, était équipée de lits de camp pour que le tunnel lui-même puisse servir d'abri. Le bâtiment du Trésor est le centre d'un réseau de tunnels souterrains. Je ne vais pas passer tous les tunnels en revue. Ce qui m'intéresse, ce sont les tunnels sous Washington, autrefois une rivière contaminée. Bon, voilà les hypothèses concernant les tunnels. Asseyez-vous confortablement. Si vous ne croyez pas que rien de louche se passait à la Maison-Blanche ou à Washington, je pense que ces hypothèses peuvent vous faire douter sérieusement.
Dans toute l'histoire, aucune ville n'a eu plus d'influence sur la planète que Washington. C'est la capitale de la plus grande puissance mondiale. Les sous-sols de Washington abritent un labyrinthe de plusieurs milliers de kilomètres de tunnels et de nombreux bunkers. Depuis ceux qui ont protégé les habitants du 19e siècle des épidémies endémiques jusqu'à ceux construits récemment servant de passage secret pour l'élite du pouvoir. Ça commence à faire beaucoup de tunnels! Il relie entre autres les édifices les plus importants de la ville comme le Capitole, le siège du FBI et la Maison-Blanche. Sauf que les souterrains de plusieurs zones sont des zones interdites. Le FBI, la CIA et la sécurité locale surveillent de près ceux qui y entrent. Supposément car notre sécurité, en tant que citoyen des États-Unis, dépend de ce qui se passe dans les bâtiments et donc personne ne doit s'en mêler. Ça, c'est la fameuse phrase logique qui sert d'excuse. Donc, il est vrai aussi, mais c'est la phrase facile à dire. En gros, ce qu'ils nous disent, c'est « ça vous regarde pas et mêlez-vous donc de vos affaires ». Peu importe s'il s'y passe des magouilles, des choses louches ou pas. Il y a donc des kilomètres et des kilomètres de souterrains. Cependant, le centre de tous ces souterrains n'est pas un lieu top secret. Ben non. Non, c'est un égout qui date de près de 200 ans. Il y avait eu des épidémies de choléra et de malaria à Washington. Le propre fils d'Abraham Lincoln est mort à cet endroit de la fièvre typhoïde. Les journalistes de l'époque cherchaient désespérément une solution qu'ils ont trouvée sous terre. On est au milieu de tous les bâtiments officiels. La Maison-Blanche est là devant, le Capitole là-bas, et l'administration a des immeubles partout. Nous éprouvons des difficultés techniques reliées à cette séquence vidéo. Merci de votre compréhension. Sous une ville où tout est canalisé et surveillé, il y a ce tunnel qui serpente partout. Et c'est là que nous descendons. Aujourd'hui, il y a plein de bâtiments modernes qui sont au-dessus des égouts. Mais avant, à la fondation de Washington, c'était une rivière. Une rivière qui traversait la capitale. Mais en 1790, le Congrès a décidé de construire une nouvelle capitale aux États-Unis. Un terrain de 150 km² a été choisi. C'était un marécage en bordure du Potomac, qui est un fleuve de l'Est des États-Unis. George Washington, le premier président, voulait bâtir une capitale qui rivaliserait avec les plus grandes villes européennes. Il voulait aussi transformer la rivière en un canal pour les péniches. Ce sont des gros bateaux. Le nom donné à la rivière fut Tiber Creek. Mais elle n'était pas assez profonde et devint un égout à ciel ouvert. Elle transportait des excréments et des ordures. Elle déclencha des épidémies dans toute la ville. Donc, en 1871, Alexander Shefford, maire de la ville, voulut la faire recouvrir et dévier son cours. Ça a coûté des millions de dollars et ce fut un ouvrage colossal. Le cours d'eau fut dévié dans la rivière Anacostia, une zone portuaire déjà polluée. Aujourd'hui, c'est le Mall, cette immense esplanade au pied du Capitole qui recouvre cette ancienne rivière. L'égout qui a remplacé la rivière passe directement sous le Capitole et sous d'autres bâtiments officiels. Mais on ne veut pas nous dire lesquels. Ce qui bien sûr alimente les différentes hypothèses. Le réseau entier d'égouts compte au moins 1500 km de long, selon les dires d'un guide travaillant pour les eaux de la ville. Lui et ses collègues ont la charge d'entretenir ces tunnels et doivent chaque fois négocier leurs interventions avec les services de sécurité avant d'entreprendre les travaux de maintenance. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Je ne peux pas vous le dire, mais on ne peut pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas me le dire? Pour des raisons de sécurité. Absolument. Ah, je vois. Nous éprouvons des difficultés techniques reliées à cette séquence vidéo. Merci de votre compréhension. Aujourd'hui, l'entretien des égouts et de leur accès pose de sérieux problèmes. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Washington n'a pas toujours été si renforcé. Le président Truman, par exemple, se promenait librement dans la ville. Mais peu à peu, la ville s'est transformée en une cité fortifiée autant en surface que sous terre. Au plus fort de la guerre froide, Ronald Reagan disposait d'un endroit souterrain secret qui reliait le fameux bureau ovale à l'aile résidentielle de la Maison-Blanche.
Un autre exemple de l'utilisation de ces tunnels est suivant les attentats du 11 septembre. Le président Dick Cheney a été enlevé par les services secrets et conduit sous la Maison-Blanche dans un long passage souterrain qui mène à un bunker secret. Depuis, même les égouts sont sous étroite surveillance. Ce bunker s'appelle le Centre d'opération d'urgence présidentielle, PEOC, en anglais The Presidential Emergency Operations Center. Ce centre est d'une structure semblable à un bunker tel que l'on connaît qui se trouverait sous terre. Il est sous l'aile est de la Maison-Blanche et sert de centre de sécurité et de communication pour le président des États-Unis et les autres bénéficiaires en cas d'urgence. Il a été construit à l'origine pour le président Franklin Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale et il est fait pour résister aux armes nucléaires. Et lors des attentats du 11 septembre, on sait que le président à ce moment-là, George W. Bush, se trouvait en Floride. Cependant, le vice-président Dick Cheney, lui, a été évacué dans ce bunker, ainsi que plusieurs agents des services secrets, autres membres du personnel, etc., ont été évacués de leur bureau à la Maison-Blanche vers le centre. Ce bunker ne doit pas être confondu avec la Situation Room, la chambre de situation qui se trouve, elle, dans un simple sous-sol de l'aile ouest, sous le bureau ovale, et qui est une salle pouvant également servir à gérer des situations de crise, mais qui n'est pas, entre guillemets, bunkerisée. Il faut aussi savoir qu'avant un événement important, les services secrets vont ratisser les tunnels pour s'assurer que personne n'y est introduit. Il y a même certains secteurs souterrains des réseaux qui sont gardés par des lasers, protégeant les zones dites sensibles en y détectant le moindre mouvement. Pour des raisons de sécurité, nous dit-on, l'accès à la plus grande partie des tunnels nous est strictement interdit. Les plans des égouts de Washington, les égouts qui sont sous les bâtiments fédéraux ou autres bâtiments importants, ne sont plus accessibles depuis une loi récente. Cette partie du plan est censurée afin de conserver le secret qui s'y trouve. Ok, il faut que je vous parle des édifices monumentaux de Washington. Ils sont impressionnants. Mais ce qui est encore plus important, ce sont les gens qui y travaillent à l'intérieur, comme les juges, les sénateurs, le président. En cas de guerre, ils sont des cibles pour l'ennemi. À environ 400 km de Washington se trouve une résidence très chic qui s'appelle Greenbrier, construite en 1778, soit 2 ans avant l'indépendance américaine. Presque tous les présidents ont séjourné là-bas. Je vous parle de ce domaine, fabuleux domaine, car il recèle un bâtiment nettement moins glamour, un bunker. Celui-ci fut construit pour mettre à l'abri tous les élus, sénateurs et députés. En cas d'attaque nucléaire, tous les membres des 2 assemblées devaient s'y réfugier. En 1949, soit 4 ans après la bombe atomique américaine Hiroshima, l'Union soviétique fait exploser la sienne au Kazakhstan. Donc la possibilité d'une guerre nucléaire entre les 2 superpuissances sème la peur chez les Américains. On apprend aux enfants dans les écoles à se mettre à l'abri, les gens se bâtissent des abris dans leurs cours, etc. La panique. En 1957, le président Eisenhower décide de protéger le gouvernement et les membres des 2 assemblées contre une probable attaque nucléaire. Ce conflit menace directement le sort de nos pères et la vie de nos enfants. Pour vous mettre en contexte sur l'impact d'une bombe comme Hiroshima, si elle tombait sur le Capitole, l'édifice entier serait aussitôt réduit en cendres. La force de l'explosion projetterait des poussières radioactives à 8000 mètres d'altitude et une boule de feu géante déclencherait des incendies en chaîne sur des kilomètres autour. Puis l'onde de choc qui se propagerait à près de 2000 km/h ravagerait tous les bâtiments dans un rayon de 700 mètres autour du point d'impact. Plusieurs milliers de personnes mourraient sur le coup. Tous les gens situés à moins de 15 km de l'impact et ou ayant regardé la lumière de l'explosion deviendraient aveugles. Puis un quart d'heure plus tard environ, les particules radioactives commenceraient à retomber et, suivant la direction du vent, pourraient se répandre sur près de 400 km. Le surlendemain, le niveau de radiation cesserait d'être mortel. Il fallait donc trouver comment y survivre pour 48 heures. Pour Eisenhower, le meilleur moyen de protéger ses 535 membres du Congrès consistait à bâtir un abri souterrain anti-atomique. L'abri devait être suffisamment éloigné de Washington pour éviter une frappe directe, mais assez proche pour permettre une évacuation rapide. En plus de ça, sa construction devait évidemment rester secrète. À 400 km de Washington donc, dans le 3e sous-sol d'un bâtiment hyper chic,
Le gouvernement a fait bâtir un bunker de plus de 4000 mètres carrés pour abriter les législateurs. Greenbrier était l'emplacement idéal. Il a d'ailleurs servi d'hôpital militaire durant la Seconde Guerre mondiale pour ensuite être transformé en un hôtel de grand luxe. À ce jour, il est encore un des bâtiments les plus chics des États-Unis. Linda? Enchantée de vous recevoir. Très impressionnant cet hôtel. C'est un établissement somptueux. Linda Wolf travaille au Greenbrier. Elle connaît la résidence comme sa poche et elle conduit le journaliste dans l'aile ouest de l'hôtel dans une partie secrète étant un héritage de la guerre froide. Un abri anti-atomique bâti pour résister à une attaque nucléaire. On voit que c'est caché sous les bâtiments de l'hôtel. Oui, c'est très surprenant. L'entrée du bunker était trop vaste pour qu'on tente de la dissimuler. L'hôtel s'en servait pour ses livraisons. Mais cette rampe d'accès de 130 mètres de long a été conçue pour que les limousines officielles et les camions militaires puissent l'emprunter, au cas où. C'est par là que le Congrès serait arrivé. Oui, c'était l'une des entrées. Par bonheur, l'impensable ne s'est pas réalisé. Mais Linda va nous faire suivre le parcours que ces gens-là auraient emprunté. En passant, sachez qu'il est possible de visiter quasiment tous les jours le fameux bunker. Le coût de la visite est autour de 30 $ par adulte et 15 $ par enfant jusqu'à 18 ans. L'âge minimum pour pouvoir visiter le bunker est de 10 ans. Vous devez absolument réserver. Si c'est une aventure qui vous intéresse, vous devez obligatoirement réserver en appelant Linda Walls au numéro affiché à l'écran. Comment ça se passait? Les gens apportaient leurs bagages Non, ils devaient arriver vêtus comme ils étaient. et ils se trouvaient devant cette porte colossale. La porte massive que vous voyez pèse 30 tonnes. Il fallait qu'elle soit assez solide pour résister à une frappe nucléaire, mais aussi qu'une seule personne puisse la manœuvrer pour enfermer le Congrès. Bon sang! Ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive à manœuvrer 30 tonnes de béton et d'acier. Ça va faire du boucan. Nous éprouvons des difficultés techniques reliées à cette séquence vidéo. Merci de votre compréhension. À l'extérieur, tous les gens subissent la catastrophe. Et ici, à l'intérieur, tout est prévu pour survivre 2 mois. Seules quelques personnes connaissent son existence. Depuis Eisenhower, tous les présidents ont su qu'il existait et les membres du Congrès l'ignoraient. Le journaliste demanda « Ouais, mais si je suis un député de l'Iowa, j'ai aucune idée de ce qui va se produire, mais je saurais quand même qu'on a prévu un plan, non? » Oui, bien sûr, mais vous ignoreriez les détails et l'emplacement du bunker. Dès leur arrivée ici, les membres du Congrès devaient être séparés de leurs familles, qui elles étaient envoyées dans un autre local moins bien protégé dans les sous-sols de l'hôtel. Étant donné que ce bunker était destiné à protéger l'élite politique du pays, il ne pouvait contenir qu'1 millier de personnes. En fait, tout le siège du pouvoir américain se retrouvait transféré dans cet immense bunker. Au niveau le plus bas, au 3e sous-sol, se trouvait un énorme groupe électrogène, du carburant et des réserves d'eau. Nous éprouvons des difficultés techniques reliées à cette séquence vidéo. Merci de votre compréhension. Au-dessus, il y avait des dortoirs, des salles de réunion, une infirmerie et une cafétéria sur 2 niveaux. Tout était protégé par des cloisons d'1,50 m d'épaisseur. Les membres du Congrès traumatisés et probablement contaminés par les radiations devaient franchir cette porte blindée de 30 tonnes et suivre ce couloir lugubre. Tout était pris très au sérieux. Les étagères contenaient des provisions pour tenir 60 jours. Le bunker est équipé pour un séjour de 2 mois. Mais ce sont les premières minutes qui devaient être critiques pour les survivants. Il fallait qu'ils se débarrassent des particules radioactives sur leurs vêtements et sur leur peau. Voici l'une des 2 zones de décontamination. Chaque zone traitait 120 personnes par heure. Chacun entrait nu, les hommes comme les femmes. Les vêtements passaient à la trappe et tombaient dans un sac qui était ensuite incinéré. Et chacun devait passer sous la douche. Voici les douches. Oui, ce sont les douches. Il y en a 12. Donc, si vous étiez à l'intérieur, vous deviez gérer le pays pendant 2 mois de façon complètement isolée, sans savoir ce qui se passait dehors alors qu'il se passait peut-être la fin du monde.
Les puissants jets de la douche de décontamination sont efficaces à 90% en ce qui concerne les particules radioactives. Mais dans le cas d'inhalation de ces mêmes particules, les chances de survie sont plutôt nulles. Les concepteurs du bunker savaient que nombre de sénateurs et sénatrices risqueraient de mourir par la suite, même s'ils avaient réussi à y pénétrer. Ces incinérateurs sont assez puissants pour brûler rapidement des déchets biologiques. On s'en serait donc servi, par exemple, pour faire disparaître des cadavres. Les éventuels survivants disposaient de tout le nécessaire pour subsister, totalement coupés du monde extérieur pendant 60 jours. Si le monde sombrait dans le chaos, ce bunker devait absolument rester autonome, surtout en termes d'énergie. Voilà le générateur. Dans un bâtiment souterrain, la salle des machines qui produit l'énergie est un élément crucial, car il ne pouvait pas compter sur le réseau public. Il fallait de l'énergie pour l'éclairage et surtout pour la ventilation. Le bunker était censé pouvoir abriter 1 millier de personnes. La chaleur dégagée par cette foule aurait été piégée par le béton et aurait rapidement transformé l'abri en sauna. Les équipes de maintenance stockaient ici 3 cuves de 100 000 litres d'eau et d'énormes réservoirs de diesel pour alimenter les générateurs et les véhicules dont ils avaient besoin pour survivre. Imaginez ces réserves. Regardez les quantités qu'ils avaient prévues. 3 réservoirs de gasoil, 60 000 litres chacun, prêts à servir. Pour ceux qui auraient survécu 2 jours après l'attaque nucléaire, leur cauchemar commençait car il leur faudrait tout gouverner en étant enfermés. C'est là qu'ils auraient dormi. Oui, dans 18 dortoirs comme celui-ci. Il y avait aussi une cafétéria, une infirmerie, une pharmacie bien approvisionnée, en particulier en antidépresseurs. C'était une vie communautaire? Oui, des espaces restreints, très peu d'intimité. Ils ne disposaient que d'un tiroir sur chaque couchette. Nous éprouvons des difficultés techniques reliées à cette séquence vidéo. Merci de votre compréhension. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer de quelle façon tous ces élus auraient pu vivre en phase clos. Ils seraient tous devenus complètement fous. Ce bunker n'était pas conçu pour préserver les individus, mais une forme démocratique de gouvernement. Ce gouvernement aurait poursuivi sa mission à un niveau supérieur à plus de 20 mètres sous terre, dans une salle de 100 places pour les sénateurs et une autre plus grande pour les députés. Ce qui est terrifiant, ce sont les raisons qui devaient pousser les membres du Congrès à se réunir dans une salle comme ça. Le Capitole a été détruit, soit, mais les élus gouvernent le pays dans une salle préfabriquée. Le Congrès n'était pas le seul à siéger. En cas d'attaque, le président et le vice-président montaient à bord d'un 747 spécialement aménagé pour y travailler. On avait prévu des bunkers destinés à la Cour suprême en Virginie et d'autres pour l'état-major interarmé en Pennsylvanie. Le bunker de Greenbrier était équipé de matériel de communication de dernier cri, avec un poste central qui leur permettait de rester en contact entre eux. Il y avait aussi un studio de télévision, une salle de conférence, tout ça orné de grandes photos du Capitole. Pourquoi ces photos géantes de Washington, de la Maison-Blanche et du Capitole? Elles devaient servir d'arrière-plan, de décor quand on interviewait un sénateur ou un député. Donc à l'écran, on voyait un élu s'adresser au pays, sur un fond rassurant d'images connues. Donc la population était rassurée, la vie continuait et le gouvernement gouvernait. Tout devait rester secret. L'existence du bunker, comme son plan intérieur, l'entrée, les salles de décontamination, les générateurs, les dortoirs, les salles de réunion. Mais comment cacher une entreprise de construction aussi énorme et tout un service d'espionnage? Il fallait un leurre. Le très chic hôtel de Greenbrier servait de camouflage. Dans les années 1950, le gouvernement finança la construction d'une nouvelle aile de l'hôtel pour remercier la direction de sa coopération et de sa discrétion. Nous éprouvons des difficultés techniques reliées à cette séquence vidéo. Merci de votre compréhension. En 1959, la résidence avait considérablement agrandi son aile ouest pour y adjoindre des salles de conférence et surtout des sous-sols particulièrement vastes et bien protégés. Les employés de l'hôtel ignoraient la véritable fonction de ces sous-sols. À l'exception de certains chargés de la sécurité et de mystérieux ouvriers censés réparer les télévisions, mais qui en fait veillaient à la maintenance du bunker. Le 30 octobre 1961, l'Union soviétique procède à un essai nucléaire, une bombe de 50 mégatonnes. Le champignon de la bombe plafonne à 7000 mètres. L'explosion, elle, est 6 fois plus importante que la bombe Hiroshima.
En pleine guerre froide, pour l'Amérique, c'est un vrai cauchemar. La super bombe existe vraiment. Cette arme pourrait anéantir la capitale en 15 secondes. Mais la plupart des gens, à ce moment du moins, ignoraient qu'il y avait déjà un plan pour protéger le gouvernement, même en cas de destruction de la capitale. La menace de destruction nucléaire a pesé pendant près de 50 ans. Et pendant toute cette période, des fonctionnaires ont maintenu ce bunker en parfait état de fonctionnement. Il est donc certain que ce genre de lieu secret existe aujourd'hui ailleurs. C'est absolument certain. Rappelez-vous ma vidéo sur l'aéroport de Denver? Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite évidemment à aller la voir ensuite. Je ne peux confirmer la véracité de ces hypothèses, mais plusieurs faits concernant les espaces souterrains et les tunnels de l'aéroport portent à croire que ce serait un des nouveaux emplacements de bunkers en cas de destruction ou de guerre. Il y a aussi d'autres anciens bunkers souterrains à Washington. Le dernier dont je vais vous parler, c'est celui du Fort McHenry, possédant lui aussi 5 côtés comme le Pentagone. Il a été construit vers la fin des années 1790 ou 1770 selon d'autres sources, donc je ne sais pas. Il a défendu le port de Baltimore lors d'une bataille avec la marine britannique vers 1814. Leurs armes devaient cependant être modernisées, donc ils commencent à les enterrer. Ces salles ont été construites pour protéger les soldats. Il s'agit donc d'un bunker du 19e siècle et ce qui le protège, c'est cette voûte. Il y a une épaisse voûte en briques, des murs, et par-dessus des remblais de terre. C'était la première réponse de l'état-major américain au bombardement venu de la mer. Dans les jours qui suivirent la bataille de Baltimore, on augmenta l'épaisseur des murs de 70 cm. En les faisant passer à 1,50 m et on ajouta 1 mètre de déblai au-dessus. Les soldats étaient bien protégés, mais le plus grand danger pour le fort, c'était les dépôts d'armes et les explosifs. C'était ici qu'on entreposait les munitions et la poudre. C'est ici qu'on stockait la poudre. Mais ces salles protégeaient également le fort et les entrepôts en cas d'explosion accidentelle. C'était en quelque sorte une sorte de bombe à retardement. Lors de la guerre de 1812, par bonheur, l'arsenal du fort n'a pas explosé, mais les militaires avaient retenu la leçon. Si la poudre avait explosé, la salle de forme cylindrique se serait transformée en un véritable feu de Bengale, concentrant la force de l'explosion et la dirigeant vers le haut par l'escalier et propageant des projectiles et des flammes à l'intérieur du fort. Nous éprouvons des difficultés techniques reliées à cette séquence vidéo. Merci de votre compréhension. C'est pourquoi les constructeurs ont ajouté des antichambres, des petites pièces à chaque extrémité de l'entrepôt, afin d'absorber une partie du choc et de dévier le souffle de l'explosion vers le haut. On espérait que le plafond voûté et la terre entassée au-dessus s'écrouleraient, qui contiendraient la déflagration et étoufferaient les incendies. Par chance, ce dispositif ne fut jamais mis à l'épreuve. Sachez qu'il est également possible de visiter le fort McHenry au coût de 15 $ par personne à partir de 16 ans et plus. Les visiteurs de moins de 16 ans ne payent pas. Il existe aussi différents laissez-passer comme le laissez-passer annuel pour 45 $ et d'autres options comme un laissez-passer à vie. Une chose se répète toujours. Quand la menace et le danger viennent du ciel, une solution. Se mettre à l'abri sous terre. Aujourd'hui, il existe une machine appelée Lady Bird qui peut creuser et construire 6 pieds de tunnel en 18 minutes seulement. Voici de quoi auraient l'air les tunnels, les trails sous la Maison Blanche, selon ce que certains disent, mais le sujet aurait été déclassifié par Obama.
Il ne faudrait pas oublier non plus que Washington est une ville qui a été créée de façon planifiée dès le départ. Plusieurs trouvent diverses théories en rapport aux axes des rues et à la disposition des bâtiments, par exemple. Ces constatations seraient interprétées comme des signes distinctifs de complot, de conspiration et d'indices concernant la nature des croyances et pratiques douteuses des gens au pouvoir. Je vous laisse vous faire votre propre opinion en faisant vos propres recherches, parce que je veux pas énumérer les différentes théories en rapport aux anomalies géographiques de Washington. Cependant, je vais arrêter votre attention sur un des plans structuraux que je trouve particulier et pertinent dans cette vidéo. Je vous présente le Washington Monument. Ce monument a été inauguré le 21 février 1885. Bien sûr, comme son nom l'indique, en l'honneur de George Washington, premier président des États-Unis. Bon, sa particularité est que ce monument crée un phénomène représentatif assez impressionnant. Et vous allez voir, on ne peut pas nier que ce soit planifié. Regardez l'image qui apparaît à l'écran. Je vais vous la mettre en grand. C'est une représentation de quelque chose qui a lieu 2 fois par an. Si le temps est clair, quiconque se tient au centre du bas des marches du Capitole occidental et regarde vers l'ouest à 17h45, le 17 septembre, verra le soleil se tenir exactement au sommet du monument Washington. À cet instant, l'ombre du monument descendra directement dans le centre commercial et sa pointe ressemblera à une flèche au sommet des marches du Capitole, pointant vers ses portes. Puis tout ça, c'est très approprié parce que le 17 septembre est la journée de la Constitution et le Capitole est une représentation architecturale et pratique la Constitution américaine à l'œuvre. Vous trouvez pas ici qu'il y a un lien à faire avec les Illuminati et la pyramide, l'œil qui voit tout? À part le 17 septembre, cet événement a lieu une fois de plus par année, au même endroit. On parle du 25 mars, qui est tout aussi célèbre, peut-être juste un peu moins connu dans la population générale, mais qui a une aussi grande signification depuis très longtemps. Nous allons y revenir sous peu. Je voulais vous parler d'abord du monument. Le monument Washington mesure 555 pieds de hauteur et reste à ce jour la plus haute structure entièrement en pierre du monde. Il s'agit en fait d'une copie d'un obélisque égyptien et constitue la plus haute structure de Washington, D.C. Un obélisque égyptien. Ah, tiens donc! Encore une autre référence égyptienne. Tantôt on avait l'œil, la pyramide et maintenant l'obélisque. Que doit-on en conclure? Selon ce que j'ai lu, voici comme ma petite théorie là-dessus. Ça veut pas dire que je crois entièrement à ça, mais je trouve que c'est une théorie intéressante qui fait du sens. Premièrement, un obélisque est utilisé notamment dans l'architecture sacrée de l'Égypte antique. D'après les Héliopolitains, les habitants d'Héliopolis, la ville antique d'Onu dans le delta du Nil. Donc d'après eux, Atum-Re, un dieu solaire égyptien, se serait manifesté sous cette forme pour la première fois et l'obélisque serait un rayon de soleil figé. Pendant des milliers d'années, rien n'était plus important pour les Égyptiens que le soleil. Et si l'obélisque était un rayon de soleil solide, il serait sûrement vrai qu'il devait avoir été construit à l'origine pour que le soleil soit lui-même au-dessus du point à un moment significatif, non? Et aussi, voyez les images de cette chaise. Je vais vous les mettre en plus grand dans un instant, je vais vous les expliquer. En fait, ce sont des images de la chaise du soleil levant. Remarquez le soleil. C'est la chaise utilisée par George Washington à la Convention constitutionnelle pendant 4 mois en 1787. C'est plus que n'importe quelle chaise qui existait à l'époque. Toute sa construction est profondément symbolique. La construction de la chaise comporte de nombreux éléments ésotériques, mais celui que je tiens tout particulièrement à souligner ici, c'est le soleil levant qui apparaît tout à l'arrière du haut de la chaise. Il y avait clairement une importance réelle pour le soleil sur la chaise parce que Benjamin Franklin, qui était également présent en tant que délégué, en a parlé plus tard. Il a fait remarquer que pendant la convention, il se demandait souvent si le soleil en question était censé se lever ou se coucher, et il aurait ajouté qu'il était heureux que ce soit un soleil levant. Mais c'est pas tout. Franc-maçon lui-même, Franklin ne pouvait pas se permettre d'être plus précis sur le soleil sur la chaise, mais de toute évidence, il aurait été conscient, en fait plus que conscient, de ce que cela signifiait réellement.
Sachez que tout ce que je vous dis là, ça vient entre autres d'une source, un site web, un blog qu'un individu qui a pris des années pour rechercher et qui est un adepte de l'astronomie, de l'histoire ancienne, tout ça. Et donc les informations ne viennent pas nécessairement de moi, mais je me fie beaucoup sur cette source. J'ai été vérifier quelques éléments, mais pas tous. Donc si vous voulez aller vérifier vous-même, je vais vous laisser le lien en barre d'infos. On poursuit la théorie. Bon, pour ce qui est de l'événement qui démontre clairement que ces alignements ne sont pas une coïncidence, je dois vous parler du 25 mars, le deuxième moment de l'année où le monument met en évidence le soleil sur sa pointe. Pourquoi le 25 mars? Je fais une petite parenthèse avant de continuer parce que sachez que le monument Washington a été déplacé de son emplacement d'origine qui avait été prévu. Pourquoi? Parce que c'était une question d'angle. On nous a dit que c'était une question que le sol n'était pas assez solide pour supporter un tel monument, mais il a été déplacé de quelques mètres pour changer le degré, puisque après, tous les monuments, tout le terrain de la Maison-Blanche, tout ça, l'angle des rues, tout ça, tout était aligné avec ça. Et c'est pas un hasard. Le monument Washington a été planifié ainsi. Donc c'est pour ça qu'il ne se situe pas à même place que la pierre commémorative de Jefferson Pier. C'est lui à la base qui avait planifié le site du monument Washington. Ferme la parenthèse, on revient. Alors pourquoi le 25 mars? C'est un jour très important pour de nombreuses raisons. La photo que vous voyez représente un dieu romain, Sol Invictus, qui était l'incarnation vivante du soleil. Comme Jésus, on dit qu'il est né un 25 décembre et qu'il aurait été conçu comme Jésus un 25 mars. En outre, selon la chronologie juive, le monde a été créé le 25 mars, ce que les premiers chrétiens ont pris en compte. Le plus convaincant de tous est probablement le fait qu'un Dieu, à qui de nombreux attributs chrétiens ont été tirés, a été ressuscité des morts un 25 mars. Son nom était Attis, un autre dieu mourant et ressuscité. Et il a beaucoup en commun avec Mitra, une ancienne divinité perse, un homologue romain du grec Attis, écrit comme ça. Et comme Attis et Sol Invictus, un dieu des associations solaires. Il va sans dire que le phénomène solaire vu depuis le Capitole le 25 mars, tout comme l'événement du 17 septembre, a été programmé dans le Washington Monument depuis le début. Je fais une autre parenthèse parce qu'ils ont souvent repoussé la date pour des raisons X qu'ils donnaient aux gens, jusqu'à temps que ce soit le 17 septembre. Pourquoi? Voilà, j'espère que vous avez aimé le condensé vidéo de mes recherches sur cette puissante ville et la Maison-Blanche. J'aurais également pu parler des diverses implications de présidents ou d'autres gens influents et très bien placés de Washington, tout comme j'aurais pu parler aussi de Dick Cheney, un vice-président qui a été pointé du doigt beaucoup. Je pourrais faire une vidéo à lui seul. On dit qu'il est impliqué dans tout genre de scandale, que c'était une personne qui avait beaucoup d'influence au moment de l'ère Bush. Je pourrais aussi parler de l'implication de beaucoup de personnes au pouvoir dans la fameuse secte franc-maçon. Mais ça, comme je disais, c'est le sujet d'une autre vidéo. La franc-maçonnerie ne se considère pas comme une société secrète, mais elle se dit être une société avec des secrets. Il semblerait que la véritable importance et la pertinence aussi du Washington Monument en fassent partie. Conclusion. Je ne sais pas si on peut se fier à tout ça et ce que ça représente exactement. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Avez-vous maintenant des doutes, des hypothèses? J'ai seulement présenté les faits relatés par plusieurs sources, mais libre à vous de vous créer vos propres mystères, vos propres hypothèses, farfelues ou non. Honnêtement, tout est possible avec le gouvernement. Mais pour faire une conclusion, on sait qu'il y a des bunkers, des tunnels souterrains, des passages reliés à plusieurs bâtiments, des zones secrètes interdites, de la très haute surveillance. Et c'est déjà bien assez pour se poser une tonne de questions. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Je vous mets le lien de la vidéo de Denver en description. Merci de vous être abonné. Si vous avez des idées de sujets, vous pouvez absolument m'écrire en message privé sur ma page Facebook. Le lien est aussi en barre d'informations. Allez, jusqu'à